n'est pas envisageable, mais il faut surtout tenir compte des exigences du Rassemblement pour la paix en RDC. Réponse du ministre des Hydrocarbures quant à l'exploration et exploitation du gaz méthane, Ngoïmou Kena martèle qui n'a fait qu'appliquer la loi sur l'autorité de régulation de marché public au pays. Antena, le journal James Katomboa. Le journal reçoit le docteur Jean-Luc Moukoli Zimba, représentant provincial de l'ACF, Association Santé Familiale. Avec lui, nous parlerons du processus de la campagne de distribution gratuite de la moustiquaire imprégnée avec insecticide. Bonsoir, docteur Jean-Luc. Bonsoir, monsieur James. Je reviendrai à vous tout à l'heure dans le corps du journal. Merci beaucoup. Bonsoir à vous également et merci de vous joindre. Eric Izan l'a bien dit dans les sommaires, où en est-on exactement à l'heure actuelle avec le dialogue. Les délégués au dialogue, justement, parlent de la période d'intérim à l'issue d'un accord politique à signer bientôt. Les tenants du Rassemblement, eux, évoquent un régime spécial à activer juste après la date 19 décembre 2016. Suivez. Pour avoir obtenu in fine la primature, l'opposition politique a-t-elle tout lâché? Les travaux du dialogue restent sur le focus autour du projet de l'accord politique à conclure. Dieu merci, l'accord qui sera signé reprend les différents cahiers de charges, y compris le cahier de charges du Rassemblement. Et là-dedans, on va revoir, étant donné que cet accord est ouvert au reste, même à ceux qui n'ont pas participé, je pense que ce sera une occasion pour demander à ceux qui n'ont pas participé de souscrire également à cet accord parce que c'est pour l'intérêt du pays. Doit-on dire qu'avec le sommet projeté fin octobre 2016 à Luanda, il y aura un deuxième dialogue? J'ai dit, à Luanda, il n'y aura pas de deuxième dialogue. Pourquoi alors parler de la primature alors que tous avaient déclaré oui au respect de la Constitution et à la résolution 2277? Oui, l'opposition aura la primature. Et j'affirme haut et fort. Pourquoi? Parce que nous avons dit que, étant donné que nous entrons dans une période intérimaire et que le président Kabila va garder la présidence, il est logique que l'institution gouvernement soit dirigée par l'opposition, pour des raisons d'équité et de confiance. Vous savez que ce gouvernement aura comme mission principale de pouvoir organiser les élections. Et nous devons regarder, ouvrir l'œil et le bon, l'ouvrir pour que les élections soient organisées. On ne va pas pour autre chose qu'on organise les élections et qu'à l'issue des élections, qu'on ait des institutions légitimes. C'est ça, ce que l'on veut. Qu'est-ce qui ne va pas bouger? Je ne vois pas un seul Congolais qui va accepter la voie de la mort. Que disent les clauses qui sont retenues là-bas? Que le président Kabila n'aura pas un troisième mandat. Ça, c'est ce qu'on a dit. Je ne vois pas un Congolais qui soit opposé à cela. Nous disons que non, il faut un autre gouvernement parce que celui-ci ne nous a pas menés aux élections. Je ne vois pas un Congolais qui va s'opposer. Quel est ce Congolais-là qui va s'opposer aux résolutions du dialogue? Lorsqu'on dit que l'on doit recomposer la CENI, quel est ce Congolais qui va refuser lorsque nous disons que non, la Constitution ne sera pas modifiée ni soumise au référendum pendant cette période intérimaire? Je ne vois pas. Qui vivra verra, car en réalité, l'histoire renseigne que le peuple se trompe difficilement. Le Rassemblement s'est dit ne pas être surpris par la position de la SADC. Il exige plutôt la tenue d'un dialogue inclusif afin d'organiser les élections dans un climat apaisé. C'est plutôt ce reportage de Paulin Kalamba et David Tembeni. Au terme de sa mission en RDC, la délégation de la SADC attend les conclusions du dialogue qui s'est déjà tenu à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Et le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement qui, autrefois, souhaitaient la tenue d'un dialogue qui devrait réunir le camp du président de la République, Joseph Kabila, d'une part, et celui d'Etienne Tshisekedi Mulumba, d'autre part, dit ne pas être surpris par la position de la SADC. La réaction de la SADC ne nous surprend pas. Mais ce qui est important à noter, c'est la position de toute la communauté internationale. La situation dans notre pays est grave et que les solutions devraient provenir d'un dialogue inclusif, un dialogue qui respecterait notre constitution. Le peuple exige les élections
le peuple dit l'observance le 19 décembre, ce qui est aussi l'avis de la communauté internationale, l'avis des États-Unis, de la Belgique, la France et même l'ONU. Rappeler également aux amis de la SADC qu'il faut respecter la volonté du peuple congolais. Elle veut exercer son droit et personne n'a le droit de lui arracher. Ce que nous voulons tout simplement, c'est que le président de la République puisse transcender ses intérêts personnels pour privilégier l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'intérêt qu'apportent les 85% des Congolais et les rassemblements qui portent haut les désidérations de cette constitution. Nous voulons tout simplement que le président de la République puisse assainir l'espace politique pour organiser un vrai dialogue qui sera beaucoup plus inclusif. C'est depuis le lundi 10 octobre 2016 que cette délégation de la SADC est arrivée à Kinshasa pour consulter les différents acteurs de la classe politique congolaise. Le ministre Ngoïmou Kena des hydrocarbures, en réponse à la question de l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, a démontré qu'il n'a fait que suivre le prescrit de la loi mettant sur pied l'autorité des régulations du marché public. Le gouvernement central a jeté son dévolu sur les PPM, entreprise tunisienne qui a été pourtant la plus exigeante face à CLEC, entreprise congolaise, soit 300 millions de dollars contre 21 millions de dollars pour le même travail. Eric Izami et Blaise Mouta. Ces belles images sont celles du lac Kivu. Rempli du gaz méthane, ce lac peut se transformer en lac tueur comme le lac Nyos au Cameroun. En réponse à la question orale avec débat initié par le sénateur Chiri Bagoula, le ministre des hydrocarbures Ngoïmou Kena a répondu jeudi 13 octobre 2016. Pour explorer puis exploiter ce gaz et en faire l'énergie électrique, pourquoi Kinshasa n'a pas choisi l'entreprise congolaise CLEC qui exigeait 21 millions de dollars américains, ni l'entreprise rwandaise qui, elle, sollicitait 25 millions de dollars américains, mais plutôt le gouvernement a porté son choix sur EPPM, société tunisienne plus honoreuse, avec 300 millions de dollars américains. Ce sont des recommandations, c'est une excellente conclusion. La Chambre haute du Parlement, son ministre. Nous allons examiner cela. C'est tout ce que je puis dire. Le retard est déplorable, mais l'avenir vient de commencer. Est-ce que la réponse du ministre Ngoïmou Kena des hydrocarbures a-t-elle convaincu le sénateur Chiri Bagoula? Apparemment non. Monsieur le ministre, je constate avec regret que vous avez choisi de ne pas fournir de réponse directe à la plupart des questions posées pour ta simple. Votre défi de mentionner à toutes les étapes les prix proposés par EPPM et CLEC ou de répondre de manière spécifique aux préoccupations soulevées est très inquiétant. Entre-temps, le Rwanda voisin, pour le même lac Kivu, arrive à exploiter jusqu'à réussir à produire de l'énergie électrique à partir du gaz méthane, pendant que la RDC semble tergiverser dans le choix de l'exploitant. Le moratoire doit tomber. La question de la nationalité intéresse le député national Toussaint Alonga. Il a initié ce jeudi 13 octobre 2016 une question orale avec débat adressé au ministre de la Justice Alexis Tamboué Mwamba pour dénoncer les autorités congolaises qui ont double nationalité. Eric Izami et Blaise Mouta. La nationalité. En RDC, cette question, à la lumière de la Constitution, n'accepte pas de la détenir simultanément avec une autre. À l'Assemblée nationale, le député Toussaint Alonga, au nom de la fierté congolaise, a initié une question orale avec débat à propos adressée au ministre de la Justice. Toussaint Alonga s'en va en guerre, particulièrement contre les décideurs RD congolais, détenteurs de double nationalité. Les deux chambres parlementaires sont soupçonnées de battre le record en nombre de décideurs congolais ayant plusieurs passeports. Cette question sera-t-elle soumise à débat au Parlement? Attendons voir. Au sein de l'UDPS et alliés à l'Assemblée nationale, plus rien ne va. Après la série des limogeages, vient enfin la guerre croisée d'explications. Aujourd'hui, c'est le député Moutomba qui a tenté d'éclairer l'opinion au micro d'Eric Izami et Blaise Mouta.
Qu'est-ce qui se passe au sein du groupe UDPS et allié au Parlement? Les élus du peuple, censés être de modèles de leur communauté au sommet, en sont venus aux mains. Les images ont fait tache d'huile. Le député Mouton fixe les esprits. Le parti qui, premièrement, a récusé Eden Kodjo, ça c'est un. Et puis de deux, le parti qui a posé des préalables pour sa participation au dialogue. Mais enfin, vous voyez, les amis, à cause des espèces sonnantes et trébuchantes, ils se retrouvent au dialogue. À partir du moment où vous vous retrouvez au dialogue, vous devenez ce qu'on appelle l'allié opérationnel de M. Kabila. Vous ne pouvez pas au même moment servir Dieu et Satan. Ils ont fait leur choix et nous évoluons. La politique comme terrain devrait en réalité être l'apanage de ceux qui ont réussi leur vie et y viennent pour aider à apporter des solutions aux problèmes qui se posent à la communauté. Pas autre chose. Mais malheureusement, tout concourt à croire qu'en République démocratique du Congo, c'est tout le contraire. Au total, 135 000 réfugiés internes de la RDC ont regagné leur province respective ces 5 dernières années. C'est la déclaration du représentant spécial du HCR, Stefano Sever, à l'issue de l'audience d'adieu lui accordée ce jeudi 13 octobre par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Le patron de la diplomatie congolaise a aussi pris langue mercredi 12 octobre avec les 3 ministres de la SADC sur la fin heureuse du dialogue. Patricia Amouli-Ange Kassa. En visite de travail à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie, de l'Angola, du Mozambique ont conféré mercredi 12 octobre avec leur homologue congolais Raymond Tshibanda. Au menu des discussions, la situation politique en République démocratique du Congo en ce qui concerne l'aboutissement heureux du dialogue et le sommet de Luanda sur l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba prévu fin octobre 2016. Dans un autre chapitre, Stefano Severi, représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est arrivé fin mandat au Congo-Kinshasa. Il est venu faire ses adieux jeudi 13 octobre auprès du ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Bon, je pense en ce qui concerne les réfugiés émanant de la République démocratique du Congo, on a pu avoir un succès avec le retour de plus de 135 000 réfugiés du Congo voisin vers l'Équateur. Donc je pense que c'était une page de l'histoire qui s'est tournée avec beaucoup de succès. Malheureusement, nous devons constater que d'autres pays continuent à produire des réfugiés, comme la République du Sud-Soudan, le Burundi. Et nous sommes très reconnaissants que la RDC continue à accueillir toutes ces populations. Stefano Severi rentre confiant dans son pays pour le travail abattu quant à la réduction du nombre des réfugiés congolais internes. Dans le cadre de la journée mondiale célébrée le 10 octobre, à 4 actions chrétiennes pour l'abolition de la torture a organisé une journée de réflexion ce jeudi 13 octobre avec le thème « Quitter le régime du moratoire vers l'abolition de la peine de mort ». C'était dans la commune de Lingwala. Nadia Koulem-Fouka et Josène Bélébélé. Célébrer chaque 10 octobre, la journée mondiale de lutte contre la peine de mort a permis aux activistes des droits de l'homme, regroupés au sein de l'action pour l'abolition de la torture, A4 en sigle, de réfléchir sur comment quitter le régime du moratoire vers l'abolition de la peine de mort. Fort et de constater, ont-ils fait savoir que la RDC ne ménage aucun effort quant à ceux. Nous sommes dans le régime du moratoire par rapport à l'application de la peine de mort. Quels sont les efforts que la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, ses autorités, quels sont les efforts qui ont été faits, fournis, pour que nous puissions quitter le régime du moratoire vers l'abolition effective et définitive de la peine de mort en République démocratique du Congo. Malheureusement, la réalité est tout autre. Selon les orateurs, les professionnels des médias ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation de lutte contre la peine de mort, car la RDC a déjà ratifié des traités contre la peine de mort. Dans le cadre de la réforme de la justice, les autorités comptent doter les pays d'un code pénal qui retient la peine d'emprisonnement à perpétuité comme peine en remplacement de la peine de mort.
La société des télécommunications Orange RDC, en partenariat avec le ministère de la Santé et le Programme national de la santé reproductive, ont officiellement lancé ce jeudi 13 octobre une nouvelle application mobile dénommée Cycle M. C'est une application conçue pour aider les jeunes femmes à l'âge de procréer à lutter contre les grossesses non désirées. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Laetitia Ngwadi et Patricia Moulis. Cette application mobile Cycle M, mise en place par Orange RDC, permet de faciliter aux femmes et aux couples la gestion du cycle menstruel en vue d'éviter les grossesses non désirées. Orange conçoit des services sur mesure avec un focus particulier sur la gente féminine, qui sont le cœur des familles en Afrique. 3 principes majeurs fondent notre démarche. Le premier est l'écoute, parce qu'Orange est résolument engagé dans la conception de nouvelles solutions adaptées aux besoins des populations. Au cours de la cérémonie du lancement de la dite application, la directrice du PNSR a remercié la société Orange pour son implication dans ces projets. Nous allons dans quelques instants assister au lancement officiel du projet Cycle M, qui est le premier cycle sur téléphone. Je remercie particulièrement son Excellence, Monsieur le Ministre, qui ne cesse de nous accompagner dans nos efforts. Remercions également la direction de la Société de télécommunications Orange, à travers l'ensemble du personnel de cette société qui a eu le mérite d'initier et d'organiser le concours duquel est sortie l'application qui constitue le fondement du projet Cycle M. Il faut signaler que le collier mobile ou Cycle M est utilisé pour les femmes dont le cycle varie entre 26 et 32 jours. Dans cette campagne, Orange va contribuer à la mise en œuvre de l'un des objectifs du plan stratégique national de planification familiale en République démocratique du Congo. Pour accéder au Cycle M, il suffit de télécharger l'application sur le téléphone mobile en tapant Star 45 45 555 dièse ou envoyer cycle par SMS au 45 45 555. Vous avez les résultats. Je l'ai dit en ouverture, le journal reçoit le docteur Jean-Luc Moukolizimba, qui est représentant provincial de l'ACF, Association Santé Familiale. Avec lui, nous allons parler maintenant de ce processus de la campagne de distribution gratuite de la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Bonsoir, docteur Jean-Luc. Pour nous faire part de cette campagne, de ce processus, où est-ce qu'on en est exactement à l'heure actuelle? Ok, merci beaucoup. Merci pour m'avoir accordé la parole sur votre chaîne. Ce que vous devez savoir, c'est que le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé, s'est engagé dans la lutte contre le paludisme et il y a belle lurette. Et nous sommes dans une phase de contrôle. Et il y a beaucoup de distribution, des campagnes que nous organisons à la distribution à grande échelle dans les différentes provinces. Cette année, nous sommes en train d'organiser maintenant cette campagne au niveau de Kinshasa. Nous avons commencé le processus, comme vous le savez, la campagne de distribution des moustiquaires, c'est tout un processus. Et nous avons commencé avec le macro-plan, c'est terminé, et les différentes formations ont déjà eu lieu. Et nous avons fait déjà le dénombrement depuis le mois de septembre, du 3 au 9 septembre. Et la semaine prochaine, nous devons commencer la consolidation des données ainsi que la validation des données et défense des microplanifications, ce qui nous permettra d'avoir exactement combien de moustiquaires que nous pouvons avoir et nous devons distribuer et aussi dans combien de ménages. Sur le travail, c'est juste l'étape qui nous reste à faire et après on peut procéder à la distribution proprement dite. Vous comptez distribuer combien de moustiquaires dans la ville de Kinshasa et les débuts effectifs de la distribution est prévu pour quand? Initialement, nous avons déjà, avec le macro-plan, nous avons déjà projeté environ plus de 5 millions de moustiquaires et la distribution pourra intervenir d'ici la fin du mois. Quelles sont les conditions justement pour bénéficier de ces moustiquaires? En fait, il faut retenir que la distribution, elle est gratuite. Et il faut seulement avoir le macaron, les jetons, raison pour laquelle nous avons organisé l'activité de dénombrement. Et le macaron est distribué aussi gratuitement par les RECO, les relais communautaires, qui sont passés dans les différents ménages.
Et nous n'avions pas terminé le processus parce qu'il y avait une activité de rattrapage que nous venons de terminer. Et dès que vous avez votre macaron, vous vous présentez dans les sites de distribution, on va vous donner la moustiquaire selon la taille de votre ménage. Donc la distribution elle est gratuite, il n'y a pas de condition. La seule condition qu'on demande, il faut avoir son jeton. Exactement. Et vous pensez que la distribution de ces moustiquaires dans les foyers va combattre efficacement la malaria? Absolument. Nous ne sommes pas le premier pays à avoir amorcé cette activité. Beaucoup d'autres pays qui ont organisé les campagnes de distribution de masse ont récolté des résultats. Notamment quand nous avons une couverture de plus de 60%, c'est-à-dire les gens ont les moustiquaires, utilisent les moustiquaires, à environ 60% ou à 80% de la population, nous avons la possibilité de réduire 50% des taux de malaria dans notre pays ou dans notre province. Et à 18% les taux de morbidité, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans, nous pouvons sauver les vies à 18%. Donc il y a de quoi nous pouvons il y a des raisons qui nous poussent à distribuer la moustiquaire et non seulement distribuer, de demander aux ménages d'utiliser la moustiquaire, de dormir sur la moustiquaire. Je reviens à la fin pour un dernier message au Quinois spécialement. Alors, nous posons avec l'actualité la formation des animateurs de base au niveau des confessions religieuses s'est poursuit. Pour ce jeudi, cette initiative a résultant du partenariat avec l'UNICEF s'est invité à la paroisse kimbanguiste de Ndjili. Quartier 3, les formés ont été instruits sur la responsabilité qu'ils ont assumée pour la promotion du genre au sein du foyer. Pardon, Gazien. Le traitement des enfants par les parents et leur accès aux avantages liés à leur statut ne doivent en aucun cas faire l'objet de partialité. Tout enfant, de quelque sexe qu'il soit, a droit à la vie et au bien-être. Voilà le cheval de bataille de toute l'action de l'UNICEF. Actuellement, cette agence des Nations Unies s'emploie à sensibiliser les Quinois à la promotion des droits des enfants, plus particulièrement ceux de la jeune fille qui, souvent, a payé le prix de la discrimination. L'initiative de former des animateurs de base qui serviront de relais au niveau des différentes confessions religieuses est une stratégie de proximité qui, à coup sûr, produira les effets escomptés. Pour ce jeudi, ce sont les fidèles de la paroisse kimbanguiste de la commune de Ndjili, quartier 3, qui ont été formés. Nous sommes en train de former 100 participants ou 100 animateurs de base. Ce sont les gens que nous formons, comme nous sommes nombreux dans l'église, et ces gens-là vont encore rediffuser les informations ou la formation que nous les donnons sur place aux kimbanguistes, aux fidèles kimbanguistes. Je suis content pour que cette étude du genre, que ce soit répandue, que vous ne poussez pas cesser à le faire, vous pouvez continuer jusqu'au bout pour que tout le monde se retrouve, sache que les responsabilités de la maison n'est pas donnée à une seule personne. Cette formation des animateurs de base intervient un jour après celle entamée le mercredi 12 octobre pour le compte de l'église de Réveil à Matoli. L'Assemblée délibérante du Kouilou est montée au créneau dans un document de 16 pages publié par cet organe. Les députés fustigent la gestion de la province par l'exécutif provincial. Des détails dans cette correspondance de Roli Moukiaka. J'ai au téléphone par Domomata. Dans un document de 16 pages, le bureau de l'organe délibérant du Kouilou s'insurge contre le gouvernement provincial de la façon dont il gère la province. Selon l'esprit de ces documents, depuis la validation du gouvernement avec son programme, rien de concret ne s'observe en termes de réalisme dans tous les coins et recoins de la province, alors que dans le discours électoral de celui-ci, il avait assigné quelques objectifs à court terme. Outre les reproches relatifs aux procédures administratives, ces documents exigent aussi au gouvernement provincial le rapport des arrêtés déjà publiés, mais jamais déposés à l'Assemblée, le paiement des arriérés des agents de la DGREC, la publication des arrêtés portant nomination des agents politiques des cabinets ministériels, restés 3 mois durant sans motivation, si ce n'est pas une exploitation.
À sa page 11e, voici ce qu'il dit. Déjà, la population du Kouélou côtoyée par les élus lors des dernières vacances parlementaires ne cache pas son amertume du fait que le gouvernement provincial n'a donné jusque-là aucun signal fort et rassurant par des actions à impact visible sur le terrain. De ces faits, certains observateurs le comparent à un zèbre, d'autres portant des lunettes estiment qu'il est similaire à un chacal. Ceux qui l'observent par une vue aérienne disent que les Kouélou ressemblent à un hibou et d'autres encore faisant une projection rectiligne pensent vite à un perroquet. Qu'est-ce qu'il est au juste les Kouélou actuels? Fin de citation. Eu égard à tout ceci, certains observateurs se demandent si Godel Kenyuka dira quoi dans son rapport de 100 jours attendu le 29 de ce mois en cours. De Bandondeville, Rolimukiaka, Antenne A. À l'international, la ville d'Alep en Syrie, toujours sous le bombardement russe pendant ce temps, Français et Américains font pression sur Moscou pour obtenir un cessez-le-feu dans la ville. C'est l'essentiel de cette page. Depuis mardi, le régime de Bachar al-Assad, soutenu par Moscou, intensifie ses frappes sur les quartiers rebelles d'Alep. Le ministre français des Affaires étrangères a appelé à la fin de cette escalade de violence. Notre priorité et notre détermination, c'est de convaincre, encore une fois, pour l'arrêt des bombardements à Alep et permettre l'accès le plus rapidement possible de l'aide humanitaire et reprendre, comme je vous l'ai dit, le processus politique. Après le gel des négociations le 3 octobre dernier décidé par Washington et l'échec du cessez-le-feu, le dialogue devrait reprendre ce week-end à Lausanne. Une réunion entre les chefs de la diplomatie russe, américaine, qatari, turque, saoudienne et iranienne. Mais déjà, le président russe Vladimir Poutine donne le ton. Je suis intimement convaincu que nos partenaires occidentaux, les États-Unis et leurs alliés dans les principaux pays européens, portent une partie de la responsabilité pour ce qu'il se passe dans la région en général et en Syrie en particulier. Pour les Occidentaux, c'est l'inverse. Ils accusent Moscou et son allié syrien de crimes de guerre à Alep. C'est dans ce climat extrêmement tendu que Sergueï Lavrov et John Kerry vont tenter de négocier un nouveau cessez-le-feu en Syrie. Docteur Jean-Luc, un dernier message au Quinois, surtout dans le sens d'apaiser ceux qui pensent que ça traîne en longueur. Pas du tout, parce que nous voulons prioritairement que tout le monde dorme sur la moustiquaire. Ce qui fait que quand on a fait les dénombrements, nous avons constaté qu'il y avait des ménages ou des maisons qui n'ont pas reçu de moustiques, des macarons, des jetons. Et nous étions obligés de revenir encore sur le terrain pour combler ces vides. C'est que nous a pris un peu de temps. Mais cela étant fait, je pense on ne va plus, il n'y a plus de résistance. À la fin de ce mois, on doit amorcer la distribution de la moustiquaire. Merci, oui. Docteur Jean-Luc. Oui, pour le dernier mot, c'est que je peux lancer comme mot, c'est que tous ceux-là qui ont reçu les moustiquaires, tous les responsables de ménage doivent bien les conserver parce qu'on échangera avec la moustiquaire lors de la distribution proprement dite. Et il y a des gens qui sont dans les immeubles qui réclament ne pas avoir reçu des moustiquaires, mais les gardiens ont reçu des moustiquaires, mais ils ne donnent pas aux gens qui sont aux immeubles. Donc là, je lance un appel à tous ceux qui habitent les immeubles de vérifier leurs macarons avec leurs gardiens. Je pense qu'ils auront leurs moustiquaires au moment opportun. Et le grand message, c'est d'avoir la moustiquaire, mais dormir sur la moustiquaire, c'est une très bonne chose. Merci, docteur Jean-Luc Moukoulizimba, je rappelle, qui est représentant provincial de l'ACF, Association Santé Familiale. Avec lui, on a parlé de ces processus, de la campagne de distribution gratuite de la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Merci. Merci. Merci à vous également pour votre sympathique attention. Ce journal prend fin, mais attention, demain, à 7h30 déjà, Africa Mujinga reviendra à la charge pour vous informer. Elle sera là à 10h et à 12h, alors qu'à 19h, ça sera Sylvie Fortuné Mboula qui vous apportera l'info. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir le lundi prochain. Portez-vous bien.